Vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité de ce jeudi d'abord, le 4e sommet Union européenne-Afrique s'achève à Bruxelles. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que leurs homologues européens s'y sont réunis pendant 2 jours pour réfléchir à une croissance partagée entre les 2 continents. Au centre de leurs préoccupations, l'investissement dans l'être humain. C'est une rencontre internationale à laquelle la RDC prend une part active. Le pays qui reprend des couleurs sur le plan économique avec une croissance en nette amélioration chaque année, à l'instar de l'Afrique qui connaît une croissance annuelle de 5,5%, tandis que l'Europe fait économiquement du surplace. Mais il faut que cette prospérité bénéficie à chacun, c'est là même tout l'objectif de ce 4e sommet qui réfléchit sur le moyen de soutenir l'éducation et la formation professionnelle pour répondre aux besoins des investisseurs étrangers ou même africains qui ont besoin de main-d'œuvre qualifiée sur ce continent. Raymond Chibanda, chef de la diplomatie congolaise et représentant spécial du président Joseph Kabila à ses assises, a de ce fait participé à la réunion de ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et de l'Union européenne qui s'est apaisantie sur le thème de l'investissement dans les personnes pour la prospérité et la paix. La paix est primordiale et un préalable au développement. Le vieux continent annoncé José Manuel Barroso va justement financer à hauteur de 800 millions d'euros la facilité de paix pour l'Afrique, une structure créée par l'Union africaine et destinée à prévenir les crises et stabiliser les pays africains en situation de post-conflit. Le président de la Commission européenne a par ailleurs affirmé que ce sommet permettra d'approfondir le partenariat d'égal à égal entre les 2 continents, ce qui est tout à fait une nouveauté. L'Europe s'est aussi engagée en marge de ce sommet à apporter son soutien aux autorités de la transition en Centrafrique. EUFOR RCA, son opération militaire, débute son déploiement à Bangui d'ici fin avril. Traque contre les FDLR, le gouvernement de la République démocratique du Congo répond à Radio France Internationale. À travers ses ondes, le 1er avril dernier, ce média avait estimé que l'offensive contre les FDLR était au point mort. 3 semaines seulement après son lancement, la réplique du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre par l'entremise de son porte-parole. Ce jeudi, il n'a pas du tout été tendre envers RFI. Face à la presse, Lambert Mende a affirmé qu'il n'existait aucune collaboration entre le gouvernement et le FDLR, traitant d'inacceptable l'attitude de RFI. Affirmer comme ils l'ont fait que l'offensive des forces gouvernementales n'a duré que quelques heures et qu'aucune nouvelle attaque n'a été menée relève simplement, à notre avis, d'une méconnaissance des principes élémentaires qui régissent ce type d'opérations militaires offensives qui sont tout sauf une partie de plaisir. Pour le ministre Lambert Mende, qui n'a pas été tendre, pas du tout tendre envers RFI, ces médias internationaux donnent l'impression d'évaluer un processus programmé sur une année en limitant son appréciation sur 3 semaines seulement. Balayé d'un revers de la main, comme ils l'ont fait, on ne sait trop sur quelle base rationnelle, toutes les considérations relative à la complexité de la situation dans ces zones, notamment du fait que nombre d'éléments résiduels des FDLR se sont constitués un bouclier humain en contraignant nos concitoyens à vivre avec eux dans leurs repères dans les forêts, ne paraît guère éloigné de la mauvaise foi. Il n'existe aucune collaboration entre le gouvernement et les FDLR, a précisé le porte-parole du gouvernement, en répliquant à RFI avant de faire le point sur les différentes traques contre les FDLR depuis les 10 dernières années, dont le bilan parle de lui-même. Le bilan de l'ensemble de ces opérations contre les FDLR parle de lui-même. 2801 combattants FDLR ont été neutralisés, tués en d'autres termes. 3371 d'entre eux ont été rapatriés au Rwanda à la date du 30 avril 2012. 2367 armes lourdes, armes légères ont été récupérées. Face à cette attitude inacceptable, le gouvernement de la RDC a articulé une protestation écrite à la haute direction de RFI et compte revoir la législation en matière d'octroi des fréquences aux médias étrangers.
Autre sujet dans ce journal, l'accord cadre d'Addis Abeba fait encore l'actualité puisque ce jeudi, il a été évalué au mécanisme national. C'était au cours d'un entretien entre François Mwamba, coordonnateur de cette structure, et Faïda Moutifou, ambassadrice de la République démocratique du Congo aux États-Unis. L'autre du jour voulait puiser plutôt les informations nécessaires sur la mise en œuvre de cet accord. Suivez. Jeudi 3 avril, il est 10h à Kinshasa quand l'ambassadrice de la République démocratique du Congo aux USA arrive au mécanisme national de suivi. Échange avec le coordonnateur François Mwamba pendant près de 2 heures à l'ordre du jour, l'accord cadre d'Addis Abeba signé le 24 février 2013. Il était tout à fait normal que je vienne m'abreuver à la source, que je vienne auprès du mécanisme pour m'enquérir de là où nous en sommes, de ce qui a déjà été mis en application par rapport à l'accord cadre, des difficultés qui restent encore. Cela me permettra aussi d'expliquer dans ma juridiction. Du respect des engagements contenus dans l'accord cadre jusqu'à sa mise en œuvre et tout était passé au peigne fin. Non, il m'a donné les éléments qui ont déjà été faits, que ce soit au niveau de la réforme sécuritaire, que ce soit au niveau de ce que le gouvernement prévoit faire. Et s'il y a des difficultés aussi de pouvoir les expliquer pour permettre un meilleur avancement. Chaque jour, le mécanisme national de suivi sensibilise et mobilise sur le bien fondé de cet accord signé par 11 pays africains à Addis Abeba avec comme objectif principal la paix dans la région de Grand Lac. Direction à présent au Bujumbura, capitale burundaise, où se tiennent les travaux de la 6e conférence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Les participants réfléchissent sur le rôle des parlements dans la gouvernance en Afrique. Les travaux marqués aussi par le comeback du Mali, de la Guinée, de Madagascar, après le retour de l'ordre constitutionnel dans ce pays. Les détails avec notre envoyé spécial sur place, Chris Machibikoufwa. L'ouverture solennelle de la 6e conférence de présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique a été effectuée ce jeudi par le premier vice-président du Burundi, Prosper Bazombanza, représentant du chef de l'État. Dans son discours, Robert Minakou, président de la conférence, premier vice-président de la PEF, a salué le retour du Mali, de Madagascar et de la Guinée grâce au rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique dans ces pays. Après la cérémonie officielle sans repos, les délégations se sont penchées à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour sous la présidence de Benina Koundala Djoko, premier vice-président de la PEF. Ces assises de Bujumbura se tiennent sous le thème central, le rôle des parlements dans la gouvernance en Afrique. Au cours de cette conférence, les sections de la PEF Région Afrique tablent sur l'examen des modifications de certaines dispositions du règlement de la région Afrique. À cela s'ajoute la préparation de la 22e Assemblée régionale d'Afrique qui se tiendra du 26 au 27 mai 2014 à Brazzaville et devra être basée sur les dérèglements climatiques. Au cours du débat, la problématique de l'établissement du secrétariat général de la PEF section Afrique a été posée et les études devront être menées à cette fin. Débutée ce jeudi, cette conférence prend fin ce vendredi avec un point de presse qui sera conjointement animé par Robert Minakou, premier vice-président de la PEF, et le président de l'Assemblée nationale du Burundi, Mpi Ngaho Hanyuma. Depuis Bujumbura, Crispin Chibassou pour Télé 50. C'était plutôt notre envoyé spécial Crispin Chibassou. Merci pour votre intervention. On revient à Kinshasa pour parler de la signature de 3 accords du projet pour la stabilisation de l'Est pour la paix, du financement du projet d'infrastructure et du projet d'Inga 3, basse culture. Cet acte posé entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo vise à la transformation de vie, la réduction de la pauvreté, mais également le renforcement des institutions nationales, provinciales et locales. 182,2 millions de dollars américains. C'est le coût total de ces 3 signatures. L'acte comprend un don de 79 millions affectés pour la stabilisation de l'Est du pays. C'est après des décennies de guerre. L'autre somme, qui équivaut à 30 millions de dollars américains, va renforcer les différentes infrastructures financières, tandis que les 73,1 millions servent à assister de manière technique les projets Inga 3, basse chute. Les accords de dons avec le gouvernement sont de réelles occasions
pour magnifier la qualité et l'intensité de la coopération entre la Banque mondiale et la République. Ces dons, a déclaré Eustache Aero, directeur des opérations de la Banque mondiale, s'inscrit dans les cadres de l'engagement de cette institution de Bretton Woods, déterminée à aider la RDC à pouvoir transformer son vaste potentiel pour une croissance inclusive à plus de 10% l'an. Les conditions sont d'ores et déjà créées pour une paix durable, afin de permettre au pays de relancer durablement son développement, surtout dans sa partie Est. Un autre projet, c'est celui lié aux infrastructures. Il va donc finaliser la mise en place du système national de paiement et faire que la RDC ait un système le plus moderne en Afrique pour le traitement des compensations entre les banques. La dernière signature, qui est estimée à 73 millions de dollars américains, va accroître les potentialités et diversifier les exploitations d'Inga 3, en vendant même son électricité et augmenter son niveau d'accès pour répondre aux besoins de la population non seulement congolaise, mais aussi celle de toute la sous-région. Les journées portes ouvertes à l'hôpital du Cinquantenaire s'y sont clôturées mercredi jusque tard. Dans la soirée, plusieurs personnes, même les grandes personnalités, s'est précipitées pour être témoins oculaires de ce grand ouvrage. Tous étaient convaincus de la qualité des services que va offrir cette formation hospitalière qui figure parmi les plus dignes du continent africain. Nos reporters sont restés jusque tard pour vous faire découvrir l'ambiance de 2 derniers jours. Regardez. Regards médusés. Ils étaient des milliers, venus des différents coins de la capitale, même de l'étranger, pour découvrir ce qu'est devenu cette bâtisse dont la première pierre a été posée il y a 60 ans. Et elle abrite désormais l'hôpital du Cinquantenaire. Pour ceux qui l'ont vu à l'état délabré, c'est tout simplement spectaculaire. Dans cet hôpital du Cinquantenaire qui est une vraie merveille. Le matériel, c'est les derniers modèles, les derniers softs, les Siemens et tout. Non, impeccable, rien à dire. Un complexe hospitalier de niveau tertiaire, l'unique en Afrique centrale. Dans la classe politique, les compliments sont unanimes. Ce que nous venons de voir en effet est un signe manifeste de notre volonté de bâtir plus beau qu'avant. En chantant ou en priant, chacun exprimait de sa manière sa joie, comme ces femmes de la cathédrale du Centenaire, conduites par Anne-Marie Boketou. Elles y voient une démonstration de la puissance divine. Les mamans ont toujours intercédé pour le pays, pour les institutions du pays. Et aujourd'hui, nous remercions d'abord le Dieu Tout-Puissant, lui qui a accompagné toutes les étapes de la construction de cet hôpital et qu'aujourd'hui, maintenant, nous voyons l'hôpital en face de nous. Un hôpital d'envergure économique, explique d'autres. Déjà en termes d'économie de coûts, parce que vous n'imaginez pas que chaque fois que nous faisons des expatriations en Inde, en Europe, en Afrique du Sud, essentiellement dans ces 3 directions-là, ça coûte, on va dire, un os au trésor public. Donc nous allons faire des économies importantes. Que nous allons, les équipes sont en train de travailler pour chiffrer exactement quel pourrait être le niveau d'économie que nous pourrions réaliser grâce à ce bel investissement que le chef de l'État a fait dans cet hôpital. 10 jours ont donc suffi pour que les uns et les autres assouvissent leur curiosité. L'hôpital s'apprête déjà à recevoir ses premiers patients. Après le dialogue national sur le paludisme, un autre dialogue national sur la tuberculose s'ouvre dans la capitale congolaise. Durant ce travaux de 3 jours, délégués de province, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, représentants des institutions gouvernementales travaillent ensemble en vue d'élaborer la note conceptuelle dans le cadre du nouveau modèle de financement du Fonds mondial. Pour réduire l'infection, la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose, la RDC a bénéficié des appuis de partenaires dans le Fonds mondial. Mais depuis cette structure a changé de méthode, son nouveau mode de financement requiert un consensus de toutes les parties. D'où la tenue de ces dialogues nationaux ouverts par le ministre de la Santé. Pendant 3 jours, les participants à ces travaux auront à identifier les axes stratégiques prioritaires ainsi que les interventions à intégrer dans la note conceptuelle, partager les expériences entre toutes les parties et mettre en place une équipe de rédaction de la note conceptuelle.
Des actions qui seront appuyées financièrement par le Fonds mondial. L'institution vient d'accorder plus de 70 millions de dollars dans la lutte contre la tuberculose. La présidente des femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale de Butembo, Marie-Dolores Massika, a été consacrée femme de courage par l'ambassadeur des États-Unis au cours